Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas et bonjour à tous. On vous parle évidemment de FinOps. On parle du cycle de vie du FinOps. Et cette fois-ci, on parle de la troisième phase, la phase opérée. Effectivement, le FinOps est un mécanisme de cycle, un petit peu comme le DevOps, hein. On a trois grandes phases. Informée, on va avoir une deuxième phase qui est optimisée et cette troisième phase qui est opérée. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'arriver à 100% de la première phase pour passer à la deuxième et d'arriver à 100% de la deuxième pour passer à la troisième. C'est quelque chose vraiment d'amélioration continue. On commence par s'informer, on trouve des pistes d'optimisation dans cette deuxième phase et dans la troisième phase, on les met en œuvre. Et c'est vraiment la mise en œuvre des actions qu'on a identifiées sur la partie optimisation. Eh bien, que peut-on faire du coup par ici? Alors, le premier élément, sur, la partie opération, c'est bien s'aligner avec les attentes du business, puisque quand même, l'idée du FinOps est de s'assurer que ce que nous mettons et vendons, auprès de nos clients, soit, vraiment, aligné avec, ce dont on a besoin. Et donc là, il y a un certain nombre d'échanges avec les équipes business qui sont représentées évidemment avec les autres personas, hein, de l'équipe FinOps Team qui est centralisée. Et on se retrouve effectivement avec ce qu'on appelle le Iron Triangle autour de trois axes, hein, speed, quality et cost. Et il est évident que sur cette partie-là, c'est toujours très difficile. On veut quelque chose de pas cher, on veut quelque chose de fait rapidement, il y a des chances que la qualité en pâtisse, et cetera. Ça marche aussi, on veut quelque chose de très haute qualité, mais à faible coût. OK, mais il y a des chances que finalement, ça soit pas si prioritaire et qu'on mette beaucoup de temps avant de le sortir, et cetera. En fait, il faut savoir équilibrer dans ces discussions avec les business, cet échange autour de la vitesse, la qualité et du coût. Et donc ça, c'est vraiment, une fois qu'on est aligné sur la partie business, eh bien, on va pouvoir, cette fois-ci, partager et mettre en œuvre, les différentes, actions. Alors, il va falloir voir également comment on va délivrer finalement le reporting de toutes ces informations, en gros de la gestion des coûts de la plateforme vis-à-vis de l'applicatif. Et puis, bah, donc ça, c'est on va dire les coûts, et puis de remonter également les gains dans les mêmes rapports, hein. Si on ne regarde que la facture, ce sera toujours trop cher. Si on a le coût et le gain en même temps, ce sera plutôt intéressant. Donc ça veut dire que c'est, la manière dont on va rapporter, il va falloir se définir un processus qui suivra le rythme des itérations du cycle du life cycle. Et donc dans cette phase d'opérer, effectivement, il faut qu'on mette en place le process pour faire 2 choses. Un, générer, ces fameux rapports qui vont être présentés. Alors stakeholders, ce sont tous les gens qui vont graviter autour de l'équipe FinOps, qui sont du coup concernés, parce que tout le monde est concerné. Donc dans les process, il va falloir définir comment on génère ces process et comment on les rend, disponibles. Est-ce qu'on envoie un email? Est-ce qu'on a un intranet? Est-ce qu'on a une application Power BI? Est-ce qu'on a un dashboard Grafana? Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc en fonction après de son degré de maturité, au départ, ça peut être des process très manuels, mais rapidement, ils pourront, être, générés et délivrés auprès des stakeholders par des mécanismes complètement, automatisés. Et ce qui est important dans ces reports, c'est que vu qu'on a, des équipes différentes, on va avoir, des personas avec des attendus différentes, l'important c'est de parler le même vocabulaire Mmh. et d'avoir les mêmes unités de mesure. Si on ne sait pas parler le même vocabulaire ou si on ne mesure pas la même chose, tout d'un coup, les reports ne vont pas vraiment être partageables. Donc il y a là aussi un alignement à faire, hein, au démarrage, dans la partie operate, de s'aligner vraiment, sur, le contenu des reports, les mesures, de façon à ce que ça parle, à toutes les équipes. Effectivement, et finalement tout ça, c'est aussi, bah, c'est la difficulté peut-être du FinOps, hein. C'est on met en place, bah, une culture dans l'organisation, et cette culture doit s'aligner par rapport à des objectifs, hein, et il faut que les objectifs soient le plus commun possible. Alors après, il peut y avoir des objectifs qui vont être, un peu différents en fonction des fameux personas, des gens qui vont interagir.
Et je rappelle effectivement, sur les personas, qu'en fonction des populations, quand vous allez dans le site web, de la FinOps, Foundation, vous avez le détail de chacun et les métriques, qu'ils vont avoir ne sont pas forcément les mêmes, mais à la fin, il y a quand même des choses qui vont être probablement communes et donc c'est important de voir effectivement pour eux, quelles sont les key métriques parce que s'ils ne retrouvent pas une de leurs key métriques dans ces fameux reports, globalement, ça ne va pas les intéresser. Donc c'est un changement culturel au même titre effectivement, que le DevOps, c'est un changement culturel dans la façon de délivrer, de créer, de délivrer des applications, d'où effectivement la notion également de cycle qui est que, ben, Rome ne s'est pas fait en un seul jour et que du coup, on ne bascule pas du jour au lendemain dans une organisation en mode FinOps. C'est quelque chose qui va changer, qui va évoluer jusqu'à arriver à cette culture, de la prise de conscience du coût, fait par les actions, derrière. Franck, tu veux nous parler un peu du redimensionnement? Justement, c'est une des 1res actions, qu'on va pouvoir, mettre en œuvre, qui est le résultat, de la phase, de d'optimisation, où on a cherché, les actions d'optimisation, où, on va essayer de limiter, le gâchis, le cost avoidance, et on va aussi utiliser des mécanismes d'optimisation financière. Ce schéma est très intéressant parce qu'il montre en fait, les 2 axes, hein, les 2 axes d'optimisation. Le right sizing qui est vraiment, on va dire, l'élimination, du gâchis, hein, qui est pas nécessaire, donc on va redescendre sur les pics d'utilisation et puis on voit aussi, cette notion de réservation où là, on sait qu'on a, une tranche stable et ben, cette tranche stable, hein, puisqu'elle est stable et bien, on peut la réserver et donc on va vraiment pouvoir, optimiser, sur la partie right sizing et la partie, réservation. C'est les 2 axes qu'on aura identifiés en termes d'actions d'optimisation. Donc ça c'est vraiment, un point important. Un petit exemple, dans la partie Azure peut-être? Alors c'est un exemple, c'est plutôt un article qui est assez récent, qui parle justement de, et j'aime bien en fait, j'aime bien le titre, c'est pour ça que je l'avais mis dans le schéma. C'est, donc dimensionner à la bonne taille pour maximiser vos investissements, dans le cloud Azure. Mais on pourrait enlever Azure ici, l'idée générale, quels que soient les fournisseurs de cloud, c'est qu'en gros, effectivement, si vous mettez à la bonne taille, vos ressources par rapport à votre besoin, globalement, vous limitez votre gâchis. Donc ça veut dire que vous investissez juste dans l'outil et donc vous payez pour ce que vous utilisez et ce que vous devez rentabiliser. Et donc, l'article reprend ce schéma que j'ai montré tout à l'heure, et il vous explique donc les optimisations qu'on peut faire pour ça peuvent prendre différentes formes. Ça peut être effectivement sur le redimensionnement, d'une machine virtuelle, ça peut être, là encore, ça peut être sur hop, l'arrêt, L'arrêt? d'instances qui sont, sous-utilisées ou même pas utilisées, hein, d'accord? Voire, à utiliser, des mécaniques et on en reparlera dans les parties terminologie, dans la vidéo de la terminologie, utiliser des mécanismes comme, des spots, qui sont des machines qui sont potentiellement, préemptables, et donc et qui peut être associé à des workloads interruptibles. Voilà. Donc, pareil, identifier les workloads qui ont besoin de plus de capacité, parce que là, on parle effectivement de right sizing. On peut se dire que right sizing, c'est diminuer. Non, right sizing, c'est peut-être également augmenter de la puissance sur certains services ou certaines instances, parce que le fait de gagner un peu, de puissance va permettre d'aller plus vite et donc, peut-être de dépenser moins aussi parce que le traitement, mettra peut-être 1 heure à la place de 5 heures. Voilà. Donc ça, c'est des choses comme ça auxquelles on doit penser quand on fait effectivement, cette partie-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette partie right sizing, au même titre que la partie report, qui est en fait une partie, processing, progressivement, en fait, on peut l'automatiser. Mmh. Et ça, c'est important à voir, c'est que plus on va avancer et qu'on va se sentir à l'aise, sur la partie, right sizing et donc suppression du gâchis, on va pouvoir optimiser cette phase. Mmh. Ça nous rapproche, d'un élément, qui est intéressant dans la partie informée, hein, qui est la partie real time decision, où on essaye vraiment, de prendre les décisions au plus tôt. Et bien là, pareil, sur la partie automate, pour des équipes matures, et bien justement, on a, la possibilité de faire de l'optimisation, rapide. Alors j'aime bien préciser pour des équipes matures parce que se dire
Eh bien, quand on aura des instances qui sont, utilisées qu'à 20, automatiquement on a un système qui va changer la taille, le gabarit de l'instance. On sait que c'est pas magique chez tous les fournisseurs de cloud, hein. Changer un gabarit en général nécessite, par exemple, d'arrêter l'instance, la machine virtuelle, de changer le gabarit, de la redémarrer. Et ça globalement, ben, ça veut dire que ça fait des interruptions de service, enfin, là encore, ça dépend des architectures et des workloads qu'on va utiliser derrière. Donc quand on met en place ces mécanismes d'automatisation, il vaut mieux être certain de ce qu'on fait derrière, d'où effectivement la notion, d'équipe mature. Et j'aime bien mettre ce petit bémol parce que souvent on va avoir des fournisseurs de solutions, de suivi des coûts et d'optimisation, qui vont vous vendre la solution miracle qui va faire ça tout seul pour vous. C'est pas compliqué, hein, vraiment de changer un gabarit, pour un autre, sauf qu'effectivement, c'est une opération qui peut générer des interruptions de service et qui, n'est pas forcément, toujours, la meilleure chose à faire. Donc l'automatisation a ses limites et donc on l'utilise avec parcimonie et quand on est certain de ce qu'on fait, voilà. Au passage, je trouve un exemple assez intéressant, une chose qui s'appelle un projet qui s'appelle, Azure Optimization, Engine. Donc là, c'est une illustration parce qu'on est chez Microsoft. Mais c'est un article qui est assez intéressant à lire. On vous mettra les liens, on vous mettra la mind map, quand on aura publié l'ensemble des vidéos. Elle sera disponible et donc, on a un article ici qui explique en fait, qu'ils ont défini tout un ensemble de règles qui permet effectivement de choisir et de dire: «OK, bah, si, ça fit tel et tel élément, que c'est valable pour X semaines et que la VM n'est pas critique, par exemple, alors là, à ce moment-là, on peut se permettre d'automatiser effectivement, le downsizing, c'est-à-dire la réduction, du gabarit de la VM, pour avoir des coûts. Donc il y a des choses assez intéressantes à lire dessus. On peut s'en inspirer, pas forcément que dans Azure, mais la méthodologie est plutôt bonne et donc je vous encourage à jeter un œil là-dessus. C'est vraiment un article très intéressant. C'est un bon papier. Ouais. Définir la gouvernance pour le contrôle, de l'usage du cloud. Pareil dans la partie opérée, hein, on doit penser également que l'équipe FinOps est également là pour mettre des garde-fous, pour éviter par exemple des dérapages. Si par exemple, vous savez que dans votre organisation, vous n'avez pas besoin d'utiliser des machines virtuelles avec des GPU, ou des très grosses machines virtuelles avec beaucoup de mémoire, comme celles qu'on va utiliser par exemple pour des instances SAP, bah, dans ce cas-là, par stratégie, par gouvernance, on peut bloquer l'accès à ces ressources, pour des gens qui opèrent, vos abonnements, Azure, AWS, ou autres. L'idée étant effectivement que ces garde-fous vont éviter par exemple, la triste histoire du compte, ou de l'abonnement, qui est corrompu, des gens qui prennent accès de l'abonnement, qui commencent derrière à déployer des ressources pour faire du crypto mining. Le fait d'avoir des garde-fous comme ça posés en termes de gouvernance pour l'ensemble de l'organisation peut également limiter ça et limiter ce genre de risque. Donc c'est intéressant effectivement de se donner des contrôles là-dessus et d'éviter par exemple que les gens se disent: «Bah, moi, quand je suis dans mon environnement de test and dev, je vais prendre la machine la plus puissante possible parce que c'est cool». C'est cool, mais c'est pas nécessaire et c'est du gâchis. Donc, dans la notion du contrôle du coût, au bon endroit, ça vaut le coup de définir effectivement une gouvernance. L'autre point, c'est effectivement, on en a parlé dans la partie information, hein, dans cette phase informée, avec cette définition de labellisation, de mise en place de tags, on doit avoir une politique de gestion du cycle de vie du tag. C'est pas nécessaire de traîner des tags qui sont obsolètes, etc. Au même titre qu'il existe une dette technique dans votre système d'information, ne créez pas une dette du tagging. Et donc, il faut continuer régulièrement de revoir sa politique de tagging des ressources. Quels sont les tags qui sont les plus pertinents? Quels sont les tags qu'il faut enlever parce qu'il n'y a plus besoin de l'utiliser, etc. Donc, à suivre aussi. Et je résume toujours ça par trop de tags, tu le tags. Et effectivement, si vous apercevez que vous avez créé un tag mais qu'en fait personne ne l'utilise, eh bien supprimez ce tag et prenez d'autres tags. Voilà. On doit également penser au cycle de vie de la donnée, dans le stockage. C'est des choses auxquelles, est-ce qu'on a besoin de garder, toujours, toutes les ressources sur des tiers, performants et chers, donc du SSD ou du rotatif, disque rotatif, alors qu'il existe aujourd'hui, chez tous les fournisseurs de cloud, différents tiers et en gros, plus la latence et la performance sont pas terribles, plus la latence est grande et la performance d'accès, est pas bonne, plus le prix va être bas. Donc c'est intéressant d'avoir des mécanismes qui vont déplacer les données non utilisées,
plus de l'archivage, etc., vers des tiers qui vont coûter pas cher. Donc c'est des choses dans les phases d'optimisation qu'on peut utiliser et qu'on peut industrialiser. Là, je l'illustre ici avec le Azure Lifecycle Management, où l'idée vraiment c'est d'optimiser les coûts justement en déplaçant des tiers les plus chauds, les plus chers, SSD par exemple, vers les tiers les plus froids et les moins chers. Et ça, tout ça, ça peut s'optimiser et ça peut se définir par des stratégies qui vont dire, bah, par exemple, au bout de 10 jours, ma donnée va passer, alors là, on a un exemple ici, par exemple, on va aller vers du stockage plus froid au bout de 30 jours post-modification, puis ensuite ça va aller dans de l'archive, par exemple, au bout de 90 jours, et puis, ben, si ça reste 7 ans, au-delà de 7 ans, on s'en moque de garder tout ça et on fait du nettoyage, de la suppression. C'est des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'effectivement le cloud est un peu, limité en termes de stockage, mais si on accumule, on fait ce syndrome de l'écureuil qui garde toutes ses réserves comme ça, mais qui ne va pas forcément les consommer. Par contre ici, vous les gardez, mais vous les payez. Donc ça veut dire que vous accumulez un coût, vous accumulez une dette liée au stockage, donc il faut mettre en place ce genre de choses. Eh bien, je pense qu'on a terminé de faire le tour, Franck, de cette phase d'opération et d'amélioration en continu du cycle du FinOps, hein. Oui, c'est effectivement cette troisième phase, donc opérer, qui met en œuvre les actions identifiées sur la partie phase d'optimisation. Et il ne faut pas l'oublier, hein, que les résultats de la phase d'opération doivent évidemment se traduire dans la phase informée. Exactement. Et la boucle est bouclée car c'est un cycle. Bravo. Du coup, le reste du cycle est dans la playlist FinOps, qui est quelque part par là, ou Non, par là, ou par là. On n'en sait toujours non, ça rien. c'est moi ça. Hein? D'accord. Je crois Ça que c'est toi. ça c'est moi, D'accord. ça c'est Eh bien, à bientôt alors. personne, et ça c'est toi. Merci. À bientôt. Au revoir.